Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien, et comme à mon habitude, ma foi, c'est un réel plaisir de vous proposer une nouvelle vidéo. Si vous les suivez depuis novembre, vous savez que j'affectionne différentes thématiques pour parler du patrimoine de la région lyonnaise. Personnages historiques, monuments, géologie, nature, batailles, légendes et lieux. Si vous vous en souvenez, nous avons évoqué la nature dans une précédente vidéo sur les étangs de Dombes avec sa riche faune ornithologique. C'est donc sans surprise qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo sur une bataille qui a opposé les Francs aux Burgondes dans la plaine de Vézerons en Isère en 524. Vézerons, aujourd'hui connu sous le nom de Vézerons-Curtin, est un village d'un peu plus de 2000 habitants, situé à 75 km de Lyon dans le nord Isère, au sud de Morestel. Un village aujourd'hui sans histoire. Pourtant, il fêtera en 2024 un anniversaire tout sauf anodin. Les 1500 ans d'une bataille qui a opposé deux rois, le roi franc Clodomir et le roi burgonde Godomar III. Avouez que dans le genre événement, c'est quand même mieux que les 3 ans de la rénovation du lavoir de Tata Nicole. Cet événement s'inscrit dans la continuité d'un autre bien plus célèbre, celui de la chute de l'Empire romain et de la fameuse date, apprise par cœur dans toutes les écoles, 476, avec la déposition du dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, qui remet les insignes impériaux au roi d'origine barbare, Odoacre. Un événement qui en réalité n'en est pas vraiment un. En effet, l'historiographie moderne ne s'accorde plus sur l'idée d'une chute brutale de l'Empire, mais beaucoup plus sur un long déclin qui a commencé au moins 2 siècles avant avec les premières incursions et qui ne s'achèvera vraiment qu'avec la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453. En outre, les rois barbares qui s'installèrent sur les terres de l'Empire avaient eux-mêmes le sentiment de faire partie du monde romain. Ils en avaient adopté les coutumes, et c'est d'ailleurs parce qu'ils considéraient le jeune Romulus Augustule comme un usurpateur, au détriment de l'empereur légitime Julius Nepos, qu'Odoacre le fit déposer. De même, les fils de Clovis, après sa mort en 511, n'hériteront certes pas de terres ravagées par les destructions, puisque l'archéologie ne révèle aucun trésor caché datant du 5e siècle sur un territoire compris entre Rouen et Chartres, alors que 50% de ces trésors datent du 3e siècle et à peine 10% pour le 4e siècle. Preuve que leur installation était acceptée dans la société romaine, en dépit des clichés classiques en vigueur, comme les cheveux enduits de beurre rance et une odeur corporelle pas toujours en adéquation avec les critères olfactifs romains. En gros, les Romains étaient barbarisés et les barbares romanisés. Dans tous les cas, ce n'était plus l'Empire romain d'Auguste depuis longtemps. Cette petite mise au point étant faite, passons aux protagonistes. D'un côté, Clodomir, qui en vieux francique signifie « glorieux et grand », fils de Clovis et de la reine Clotilde. Il se partagera à la mort de son père le royaume des Francs avec ses 3 frères Thierry, Childebert et Clotaire. Un partage perçu comme tout à fait normal à l'époque et qui n'était pas synonyme de division. En effet, malgré les partages qui deviendront la norme sous les Mérovingiens, les descendants de Clovis, régnant sur des portions du territoire franc, porteront toujours le titre de roi des Francs, manifestant par là la conscience de l'unité et de l'identité particulière du royaume des Francs. Thierry l'aîné est le plus avantagé dans le partage, héritant de l'Auvergne et du Nord-Est, soit une bonne moitié du royaume de Clovis, avec Reims pour capitale, tandis que Clodomir partage l'autre moitié avec ses 2 autres frères. C'est le royaume d'Orléans, le seul toutefois composé d'un seul bloc à cheval sur la Loire, et taillé dans l'ancien royaume de Soissons de Syagrius, général romain défait par son père en 486. Royaume qui, cependant, selon les dires de l'historien Edward James, pourrait bien ne jamais avoir existé. Ce serait selon lui un moyen de combler les espaces vides d'une carte à partir du moment où l'essentiel de ce que nous savons sur le royaume de Syagrius repose essentiellement sur le témoignage tardif de Grégoire de Tours qui simplifie par moments les événements pour leur donner du sens. C'est important à savoir pour la suite. De l'autre côté, Godomar III ou Gondemar II ou encore Gondemar, frère et successeur du roi catholique Sigismond et fils cadet du roi arien Gondebaud. Ces appartenances religieuses ont leur importance, à une époque où le clergé catholique,
Largement composé de membres de familles sénatoriales romaines et dont l'importance grandissante dans l'échiquier politique a amené Clovis à se convertir, voit d'un mauvais œil les barbares qui professent une autre doctrine que la leur, les jugeant comme hérétiques. L'arianisme, pour dire les choses très rapidement et de façon extrêmement simplifiée, c'est la croyance en la distinction dans la Trinité entre Dieu le Père et son Fils Jésus, tout en proclamant Jésus Dieu au même titre que son Père. Tandis que dans la doctrine chrétienne, catholique plutôt, eh bien, il y a une sorte de fusion entre les deux, puisque Jésus a été engendré et non pas créé selon la doctrine catholique. L'arianisme sera condamné par le premier concile de Nicée en 325, qui le déclarera hérétique. Godomar III, demeuré fidèle à l'arianisme comme la majorité de son peuple, à l'inverse de son frère Sigismond devenu catholique, reçoit le plein soutien de la noblesse burgonde et de l'armée, restée fidèle à l'arianisme et même encore au paganisme. Toute l'histoire du royaume burgonde est d'ailleurs marquée sous le sceau des luttes fratricides depuis que ce peuple germanique, originaire du nord de l'Europe, par-delà l'Oder, s'est installé au nord-est de la Gaule au début du 5e siècle. Battus sévèrement par les Romains en 436, ils sont ensuite intégrés à l'Empire, mais lorsque celui-ci s'effondre, il se constitue peu à peu un royaume dont le territoire s'étendra de Nevers au Valais et à la Savoie, et de Langres à Arles. Le roi Gondebaud, vers 500, se fixe à Lyon, qui devient ainsi la capitale de la Burgondie. D'ailleurs, allié à Clovis, avec qui il a combattu à Vouillé en 507, Gondebaud va finir par se brouiller avec lui. Le roi burgonde avait des frères, Godégisile, Gondemar et Chilpéric, qu'il fera tous tuer, le premier notamment pour s'être allié à Clovis, tandis que le troisième était le père de Clotilde, la femme du roi franc. Ils avaient moins le sens du partage en Burgondie. Cependant, il ne faudrait pas en conclure trop rapidement à une image de roi bête et méchant, au vocabulaire pour le moins limité, comme vu dans une certaine série télévisée. Au contraire, le nom de Gondebaud reste associé, pour l'histoire, à la loi Gondbette, qui s'est singulièrement démarquée en son temps pour sa gestion éminemment pacifique des conflits, notamment dans le domaine de la propriété foncière, et qui était particulièrement avant-gardiste en ce qui concerne les femmes et les esclaves, comparativement bien sûr à la loi romaine. Finalement, la situation s'apaise et en 507, Francs et Burgonde se réconcilièrent. Gondebaud autorisa même son fils Sigismond à se convertir. Mais la mort de Clovis en 511 et de Gondebaud en 516 mit un terme à cette paix. Sur les encouragements de Clotilde, 3 de ses 4 fils, Clotaire, Clodomir et Childebert, envahissent la Burgondie. Devant les francisques, les Scramazax et les Angons des Francs, les Burgondes s'enfuirent. Sigismond se réfugia au monastère de Saint-Maurice-en-Valais avant d'être trahi et livré à Clodomir, qui l'a fait décapiter et jeter à Orléans dans un puits avec sa femme et ses enfants. La même exécution que pour Godégisile, puisqu'il avait aussi été tué avec sa femme et ses fils par Gondebaud. Bon, tout le monde n'est pas mort non plus, il manquait notamment le fils de la première femme de Sigismond. Mais bon, en même temps, comme c'est ce dernier qui l'a fait tuer auparavant, ça aurait été un petit peu compliqué. Quant à Godomar III, en bon opportuniste qui n'a pas levé le petit doigt lors de l'invasion et de la capture de son frère, il va s'emparer du pouvoir et soulever le pays contre la domination franque. Les quelques garnisons sont massacrées, ce qui pousse Clodomir à revenir pour en terminer définitivement avec le royaume burgonde. Mais la situation n'est plus la même. Godomar III réunit une armée fidèle et attend les Francs à l'est de Lyon, dans la plaine de Vézerons. Lors de la bataille, les troupes franques du roi Clodomir prennent rapidement l'avantage et repoussent les troupes burgondes. Mais croyant rejoindre un parti de cavaliers francs, Clodomir se jette au milieu de guerriers adverses qui s'emparent de lui et le tuent. Décapité, sa tête est fichée bien haut sur une pique et présentée en trophée sanglant aux guerriers francs qui déposent les armes. Les écrits diffèrent quant à l'issue de la bataille. En ce qui concerne Grégoire de Tours, proche des Francs et à l'historiographie partisane, il écrit que ce sont eux qui ont gagné. Et ce serait en voyant la tête du roi Clodomir fichée sur une pique que les guerriers francs auraient eu un regain d'énergie et remporté la bataille. Ce qui ne semble pas forcément très crédible, vu les mœurs du temps, d'autant plus que Grégoire de Tours, on l'a vu, est sérieusement sujet à caution. Et il ne faut pas oublier qu'en tant qu'évêque, il aurait difficilement supporté une victoire des Burgondes ariens, voire païens. Quant à Agathias, historien de l'Empire byzantin, il écrit au contraire que ce sont les Burgondes qui ont remporté la bataille.
Quant à Marius, évêque d'Avanches, il ne fait que citer la bataille et la mort du roi. Godomar III resta maître du terrain et le royaume burgonde survécut encore 10 ans, avant de succomber définitivement sous les coups des rois francs. Quelques années plus tard, les frères de Clodomir ayant assassiné 2 de leurs neveux, se partagèrent le royaume de Clodomir. Un casque a été retrouvé dans une sépulture princière dans les marais des Ripes de Pillardin sur la commune de Vézerons. Il se trouve actuellement au musée de l'ancien évêché de Grenoble. Une élévation de terre, et tout en longueur dans ce paysage de plaine, est appelée Mollard de Coine. La légende dit que ce serait la sépulture du roi. Il s'avère cependant que ce monticule est naturel. Toutefois, le village conserve le souvenir de cette bataille à travers la toponymie de ses rues, rue de l'an 524, ou encore place Clodomir, et d'une association, l'association Clodomir-Vézerons-Curtin, qui propose de très belles reconstitutions de la bataille depuis 2010. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous faire découvrir un pan de l'histoire de notre région si ça n'était déjà fait. Quant à moi, comme à mon habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un grand merci à mes abonnés dont le soutien me fait vraiment chaud au cœur, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le patrimoine régional. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.